Abba, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, essayiste. Vous venez de publier un livre, Comprendre Boko Haram. Comment aujourd'hui définir, pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit, comment fonctionne et comment est cette organisation Boko Haram? C'est tout à fait exact. Boko Haram, malgré tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit sur Boko Haram, il n'y a pas une compréhension très exacte de ce mouvement et c'est pour cette raison que j'ai apporté cette modeste contribution en écrivant ce livre pour comprendre Boko Haram, sorti aux éditions L'Harmattan à Paris. En fait, Boko Haram, c'est un mouvement qui est parti en 2002 d'un village qui s'appelle Kanama, sur la frontière entre le Niger et le Nigeria, et qui petit à petit a monté en grade et allait s'installer à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Et là, à partir de 2009, Boko Haram bascule dans la violence armée. Et il s'est passé en 2009 un phénomène important, c'est que les animateurs de Boko Haram ont été attaqués par l'armée fédérale du Nigeria. Et à la suite de cette attaque, eux-mêmes ont basculé dans la violence, ont cherché des armes, ont pris des armes aux différentes casernes de l'armée du Nigeria. Et aujourd'hui, ce mouvement qui est parti de nulle part est devenu une menace pour l'ensemble du bassin du lac Tchad. Il Oui, s'est exporté. justement, c'est-à-dire que d'une secte confidentielle, elle est devenue un monstre régional, sinon continental, pour peut-être une extension de ce terrorisme. Alors, comment aujourd'hui expliquer cette réalité? Est-ce que la secte a été un jeu et un enjeu aux mains des militaires nigérians? Et comment se fait-il qu'on soit dans cette logique de puissance montante de ce groupe terroriste? Ah, la question est tout à fait pertinente. Boko Haram est devenu le mouvement terroriste le plus dangereux au monde, avec 40 000 morts. Devant l'État islamique, devant Al-Qaïda, c'est devenu le monstre, le mouvement terroriste le plus important aujourd'hui au monde. Et c'est le mouvement aujourd'hui, en termes de califat, en termes de territoire, c'est le mouvement qui contrôle un grand territoire, puisque Boko Haram sévit au Niger, sévit au Nigeria, sévit au Tchad, sévit au Cameroun, avec même l'ambition d'aller en Centrafrique. On peut l'expliquer avec un certain nombre de facteurs. Pendant longtemps, les pays voisins du Nigeria ont considéré que c'est une affaire du Nigeria, on n'a pas à se mêler. Ils ont regardé faire. C'est lorsque seulement Boko Haram les a attaqués qu'ils ont compris que c'est une affaire régionale et la réponse devait être régionale. Pendant longtemps, chaque pays a essayé d'apporter sa solution à son niveau. Et ça n'a pas été efficace parce que à partir du moment où le mouvement est devenu régional, il fallait lui trouver une solution régionale. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'au plan de la coordination, au plan de la stratégie militaire, la réponse n'a pas été totalement adaptée. Les pays ont pensé qu'avec des avions de chasse, avec des drones, avec des moyens militaires énormes, on peut faire la lutte contre un mouvement qui se cache dans le village. L'une des faiblesses de la stratégie militaire, c'est la faiblesse du renseignement, notamment le renseignement humain, et la faiblesse de la stratégie a fait que Boko Haram s'est propagé. Aujourd'hui, la réponse militaire n'est pas adaptée. Et l'autre faiblesse aussi, c'est qu'on a pensé que la solution militaire et sécuritaire suffit. Or, il y a des jeunes que nous avons vus dans les centres de déradicalisation qui sont partis dans Boko Haram simplement parce qu'ils n'ont pas d'activité. Donc, si on veut trouver une solution, il faut le militaire, il faut le développement, il faut aussi la fin de l'injustice et l'impunité. Pour juste comprendre, le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, 36 États, c'est un géant. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on laisse ce mouvement comme un incubateur depuis 2002, vous l'aviez dit, et comment ne pas prendre conscience de la véritable menace que constitue cette secte? C'est une question qui revient très souvent et qui m'est généralement posée. Comment un pays comme le Nigeria, qui a 200 millions d'habitants, vous l'avez si bien dit, qui est la première ou la deuxième puissance économique d'Afrique, avec 2 millions de barils par jour, n'arrive pas à écraser un mouvement comme Boko Haram? On sait que par tradition militaire, le Nigeria est même intervenu dans d'autres pays de la sous-région,
au Libéria, en Sierra Leone, dans le cadre de ce qu'on a appelé la force d'Afrique de l'Ouest, ECOMOG. Et aujourd'hui, ce mouvement est défié. Cette armée-là, une des plus puissantes d'Afrique, est défiée par Boko Haram. Parce que c'est une guerre asymétrique et parce que la réponse militaire n'a pas été adaptée au Nigeria et parce que aussi, au Nigeria, on a mis du temps à prendre conscience que Boko Haram est un phénomène dangereux. Quand le mouvement a commencé, comme c'est un État fédéral, au niveau des États, au niveau de ces différents États, on voit que Boko Haram continue d'avancer, mais au niveau fédéral, les gens n'ont rien fait. Et quand les gens ont décidé de faire quelque chose, il était peut-être devenu un peu trop tard. Donc, il y a tout cela. Il y a d'abord beaucoup de dysfonctionnements internes au Nigeria, et puis il y a la faiblesse de la coordination sous-régionale qui a fait qu'on n'a pas encore trouvé la bonne réponse pour écraser ce mouvement, cette petite secte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit, est-ce que les moyens d'une mutualisation des solutions, est-ce qu'aujourd'hui est envisageable à travers, vous l'avez dit, 3 pays impliqués, le Tchad, le Niger, le Cameroun, et évidemment la base qui est le Nigeria. C'est que comment aujourd'hui pousser ces acteurs, ils ont pourtant essayé, à prendre en charge cette question vitale et qui va déterminer même la paix et la sécurité dans toute cette région. C'est tout à fait exact. La solution à ce problème ne peut être que régionale. Les pays l'ont compris. En 2015, ils ont créé la force mixte multinationale qui est basée en N'Djamena et qui comprend des soldats de ces 4 pays du bassin du lac Tchad, plus le Bénin qui a décidé spontanément d'apporter son aide au pays. Donc, il y a aujourd'hui la force mixte multinationale qui est basée en N'Djamena avec un chef d'état-major nigérian qui coordonne la réponse au niveau de ces pays-là. Mais la coordination militaire n'est pas encore à son optimum. Il y a un essai, et depuis 5 ans que la force existe, chaque pays défend à peu près son territoire. C'est-à-dire qu'il y a 4 secteurs, et chaque secteur correspond à un pays. Les soldats tchadiens sont dans le secteur 2, les soldats camerounais sont dans le secteur 1, les soldats nigériens sont dans le secteur 3 et les soldats nigériens dans le secteur 4. Mais il n'y a pas de coordination. Si vous vous souvenez, le Tchad avait en mars 2020 fait une opération qu'on a appelée colère de Bouama. Cette opération qu'on a appelée colère de Bouama, qui a permis, selon les chiffres donnés par les Tchadiens, de tuer à peu près 1000 combattants de Boko Haram, a été faite que par le Tchad. Elle n'a pas été coordonnée. Actuellement, le Nigeria, entre janvier et février 2021, est en train de faire une opération dans le bassin, dans la forêt de Sambisa. Et cette opération est faite que par le Nigeria. Il n'y a pas de coordination entre les différents pays et ça, c'est une faiblesse. Tant qu'on n'arrive pas à avoir une coordination entre les différents pays au moment où on fait des opérations militaires, c'est une faiblesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'ils se sont mis ensemble, il y a un droit de poursuite, c'est-à-dire que les soldats du Niger peuvent entrer sur 25 km à l'intérieur du territoire du Nigeria sans avoir besoin d'autorisation. Mais il faut aller au-delà. Il faut que lorsque le soldat nigérien engage des poursuites, qu'il puisse être aussi que le Nigeria de son côté engage la poursuite pour qu'on puisse prendre en sandwich des éléments de Boko Haram. Donc, il y a une faiblesse de la coordination opérationnelle qui explique comment Boko Haram se joue des frontières. Ils attaquent au Niger, ils se réfugient au Nigeria, ils attaquent au Cameroun, ils se réfugient au Nigeria, parce qu'ils savent que les pays n'arrivent pas à coordonner leur réponse, et ça, c'est une énorme faiblesse. Aujourd'hui, on pense qu'une seule secte de Boko Haram a environ 13 000 combattants. C'est dire que c'est de véritables armées que Boko Haram a aujourd'hui construit. On sait que le mouvement s'est scindé en 2. Il y a une aile qui est fidèle à l'État islamique qui s'appelle Province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il y a une autre aile qui est différente, qui est dirigée par Shekau. Si vous mettez ensemble, on arrive à peu près 20 000 combattants. Ça veut dire que c'est une vraie armée. Ça dépasse même l'armée de certains pays d'Afrique avec 20 000 hommes. Est-ce que pour traiter cette source suprême de violence, est-ce que la coopération militaire et sécuritaire, notamment en associant de grands pays comme les États-Unis, comme la France, dans la manière de traiter, et pourquoi cette réponse tarde à voir le jour? Oui, je pense que contrairement à ce qui se passe au Sahel, pour moi qui ai travaillé sur le 2, il y a beaucoup d'intérêt sur le Sahel. Beaucoup de pays, la France a l'opération Barkhane au Sahel, les États-Unis avec leur présence militaire
à Agadez, dans le nord du Niger, continuent à suivre ce qui se passe au Sahel, il n'y a pas autant d'intérêt pour ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad, pour la question de Boko Haram. À part aujourd'hui l'assistance que l'Union européenne a annoncée de 100 millions de dollars, il n'y a pas de présence militaire. Il y a une cellule de coordination auprès de la force mixte qui est composée de soldats, d'officiers de liaison des États-Unis, de France et d'Angleterre, mais il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'accompagnement militaire de la part de la communauté internationale. Et je crois que ça, c'est une faiblesse. Pour être efficace, il faut que la communauté internationale accompagne l'effort militaire qui est fait par les pays du bassin du lac Tchad. À côté de cela, il faut envisager aussi des solutions du développement. Cette partie-là, le nord-est du Nigeria, le sud-est du Niger, le bassin du lac Tchad du côté camerounais, sont des parties où il y a des problèmes de développement. Il faut que les solutions sécuritaires s'appuient sur les questions du développement. Aujourd'hui, pour 50 $ seulement, vous pouvez recruter un jeune de la région de Difa ou du Borno ou du Nord Cameroun pour l'embarquer dans. Donc, il faut que la solution soit globale, soit intégrée pour qu'elle puisse être efficace. Même si la communauté internationale vient, si on n'associe pas la solution du développement et aussi le défi écologique, parce que nous sommes dans le bassin du lac Tchad. Et le lac Tchad, du fait du changement climatique, s'est beaucoup rétréci. Aujourd'hui, les jeunes qui grandissent n'ont pas la possibilité d'aller faire la pêche, d'aller faire l'agriculture au bord du lac Tchad. Il faudra donc intégrer la solution écologique aussi à la question du développement et à la perspective sécuritaire et militaire. Vous qui connaissez bien la région, l'Afrique de l'Ouest, est-ce que les crises au Sahel, Mali, Burkina et ailleurs, et la région le nord du Nigeria, est-ce qu'il y a une possibilité de jonction entre ce djihadisme dévastateur et pourquoi ça n'a pas encore fonctionné jusqu'à aujourd'hui? Non, il faut craindre que ça prenne de l'ampleur. Ça a déjà commencé. Vous avez récemment, on a observé que Boko Haram a commencé à poser des mines antipersonnelles, a commencé à utiliser les UED, ce qu'on appelle les engins explosifs. Avant, Boko Haram ne savait pas faire ça. Cette technologie-là leur a été apportée par les mouvements djihadistes du nord du Mali. Et on a pu aussi documenter que des mouvements du nord du Mali envoyaient de l'argent au groupe de Boko Haram pour l'aider. Donc, il y a déjà un début de coopération entre les groupes djihadistes du nord du Mali et de Boko Haram. Mieux que ça, on a observé par exemple en mars 2020, lors de l'attaque contre les soldats tchadiens, que des membres des conseillers techniques militaires sont venus du nord du Mali pour accompagner Boko Haram et lui permettre de faire cette attaque. Récemment, on a vu que Boko Haram a fait des attaques avec une stratégie militaire incroyable parce que simplement, elle a bénéficié du conseil du mouvement du Nord Mali et souvent même de l'État islamique à partir de la Libye. Vous savez que la Libye a une frontière avec le Tchad, donc on a pu documenter une infiltration de l'État islamique à partir du Tchad jusqu'au bassin du lac Tchad où ils ont apporté des moyens financiers, de l'assistance technique et même des combattants à Boko Haram. Donc c'est ça qu'il faut craindre, qu'il y ait un axe djihadiste à partir du nord du Mali, du Nigeria et qui remonterait dans la Corne de l'Afrique, puisque vous savez aussi, quand on parle à la Corne de l'Afrique, il y a les Al-Shabaab. Le Soudan n'est pas loin du Tchad, la Centrafrique n'est pas loin de là. Donc, si l'axe se forme, on va avoir un axe djihadiste qui partirait du nord du Mali, qui viendrait à Boko Haram en Afrique centrale et qui partirait jusqu'à Al-Shabaab, ce qui déstabiliserait complètement le continent africain. Mais qu'est-ce qui explique ce décalage, cette absence de prise en compte de la véritable menace qu'est ce foyer de nuisance? Oui, c'est exact. C'est-à-dire qu'au niveau des États, la réponse, la faiblesse du renseignement humain, et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'adhésion des populations à la lutte contre Boko Haram. Parce que les pays n'ont pas su construire une relation de confiance entre les forces de sécurité et les populations. Il y a même eu des cas où des bavures ont été commises, des innocents ont été arrêtés. Du coup, ça a rompu le lien de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Or, pour gagner cette guerre-là, il faut passer par les populations. C'est elles qui peuvent fournir le renseignement humain. C'est elles qui peuvent fournir le renseignement technique. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas cela. Donc, la réponse militaire qui est apportée par les pays n'est pas la plus adaptée. Le déficit d'accompagnement de la communauté internationale, l'absence de prise en compte de la question du développement,
l'absence de prise en compte de la question de la justice, l'absence en crise de l'absence de l'État, tous ces facteurs mis ensemble expliquent aujourd'hui la faiblesse de la ligne contre Boko Haram. Et si on ne change pas de stratégie, ma conviction, c'est que ça prendrait des dizaines d'années avant qu'on ne remporte une victoire sur Boko Haram. On a compris la gravité de ce terrorisme. Comment voyez-vous l'articulation possible entre des institutions comme la CEDEAO, une institution régionale, et l'Union africaine, qui sont véritablement les symboles de cette Afrique qui fonctionne collectivement à travers plusieurs États associés? Comment voyez-vous cette articulation? Non, ça, c'est une excellente question, c'est une excellente dimension. Aujourd'hui, on a l'impression que seul le pays du bassin du lac Tchad, à savoir le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, se sentent concernés par le phénomène de Boko Haram. Même la CEDEAO ne s'y intéresse pas tellement, alors que le Nigeria est le siège de la CEDEAO et c'est à Abuja que se trouve la commission de la CEDEAO. Donc, il faut, à mon avis, comme vous le dites si bien, que les organisations sous-régionales comme la CEDEAO et la CEAC, parce que Boko Haram agit entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Le Niger et le Nigeria sont des pays de la CEDEAO, mais le Cameroun et le Tchad sont des pays de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, il faut que ces communautés économiques régionales s'impliquent davantage dans la lutte contre Boko Haram, et puis après que le niveau continental, que l'Union africaine aussi s'intéresse à ça et accompagne, parce qu'aujourd'hui, la solution, elle ne peut être que régionale, elle ne peut être que continentale, et sur ce plan-là, on n'a pas l'impression vraiment que les communautés économiques régionales, a fortiori le niveau continental, s'intéressent beaucoup à cette question-là. Il n'y a pas de mission du département paix et sécurité, il n'y a pas de délibération sur cette question, donc il y a lieu qu'on s'intéresse à cette question plutôt que de considérer que bon, c'est un épiphénomène, ça se passe à un endroit seulement, il n'y a pas de risque de propagation, parce que si Boko Haram aujourd'hui progresse, enjambe le Tchad pour arriver en Centrafrique, pour arriver au Soudan, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le continent. Nous avons déjà des défis de développement importants à régler. Si la crise terroriste se propage sur le reste du continent, ça va encore retarder nos perspectives de développement. Pour qu'on comprenne l'ampleur du désastre, 19 ans de cette crise profonde, c'est que comment évaluer le coût humain et le coût financier de ces dégâts qui risquent de perdurer dans le temps? Ah oui, non, vraiment, il n'y a pas une évaluation exacte, mais c'est un phénomène d'une grande ampleur parce que ça a désorganisé tous les circuits économiques autour du bassin du lac Tchad. Les échanges économiques ont été totalement entravés parce que vous savez que dans ces régions-là, les échanges se font par la route. Ce n'est pas par avion que les gens se rendent du Tchad au Niger ou du Cameroun au Tchad ou du Tchad au Niger. Non, c'est par la route. Or, aujourd'hui, la présence de Boko Haram fait que les échanges commerciaux entre les différents pays ont été désorganisés. L'autre dimension, c'est que là, il y a environ 20 millions de personnes qui vivaient autour du bassin du lac Tchad, qui vivent de l'activité autour du bassin du lac Tchad. On pense que le commerce du poisson, par exemple, autour du bassin du lac Tchad, c'est à peu près des dizaines de millions d'euros par an. Aujourd'hui, tout ça a été désorganisé. Les gens ne peuvent pas aller pêcher parce que s'ils partent pêcher, les gens de Boko Haram vont s'en prendre à eux. Les gens ne peuvent pas aller cultiver le poivron. Vous savez qu'avant l'arrivée de Boko Haram, les gens pouvaient faire 4 cultures différentes par an sur le bassin du lac Tchad. Ils pouvaient faire le poisson, ils pouvaient faire le riz, le maïs, le blé, le mil, tout ça autour du bassin du lac Tchad en une année. Ça suffisait pour leur survie, pour leur subsistance, et ça leur permettait aussi de revendre sur les marchés et d'avoir des revenus pour leur bien-être. Tout ça a été complètement désorganisé par Boko Haram. Sur le plan économique, comme je l'ai indiqué, Boko Haram, c'est 40 000 morts depuis le début du mouvement. C'est le mouvement qui a tué le plus de personnes. Pour un seul pays comme le Niger, c'est à peu près 1000 personnes qui sont tuées par Boko Haram chaque année dans des villages. Donc, sur le plan humain, et ça, c'est côté civil seulement, les forces de défense et de sécurité ont payé un lourd tribut. Une seule attaque de Boko Haram a coûté en 2015 la vie à près de 70 à 80 soldats nigériens sur l'île de Karamga. Donc, c'est la même chose au côté nigérien aussi. Il y a donc un lourd tribut économique
et un lourd tribut politique aussi, puisque l'intégration régionale est retardée à cause de cette situation. Les échanges entre les différents pays, l'intégration économique régionale, que nous encourageons de tous nos voeux, qui devait être renforcée avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, a été totalement retardée. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a urgence à trouver une solution à ce problème-là pour que l'Afrique puisse avancer. Brièvement, pour terminer sur une note positive, comment voyez-vous une sortie de crise possible rapidement? Non, je pense qu'il y a espoir si on continue à rechercher une solution intégrée, si le pays continue à s'associer avec le soutien des communautés économiques régionales, comme vous l'avez si bien rappelé. Si on sort du constat qui consiste à penser que Boko Haram, c'est un problème des pays du bassin du lac Tchad, si on prend le problème au niveau continental et qu'on considère que c'est un problème africain, il faut une solution africaine, tous les pays doivent être concernés, il y a des chances qu'on arrive à une solution en associant le militaire, le sécuritaire au développement, à la bonne gouvernance, au retour de l'État dans cette sous-région. Sédic Abba, vous êtes l'auteur de Pour comprendre Boko Haram. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette invitation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.